J'ai accompagné mon épouse pour un voyage en Roumanie, le but étant pour elle d'apprendre les danses traditionnelles de Hongrie, mais qui sont pratiquées en Roumanie. Pour des raisons géopolitiques, hein, il y a une enclave en Roumanie qui est de culture hongroise. Et donc à l'époque, dans les années 90, les Hongrois, musicologues, organisaient des voyages initiatiques dans des villages perdus en Roumanie où c'était conservé la culture traditionnelle, puisqu'il y avait le mur, le bloc de l'Est qui était fermé à la culture occidentale, et donc ils avaient conservé leurs traditions, ils ont encore leurs costumes, ils ont encore leurs instruments, et tout le répertoire traditionnel qui était encore vivant. Et donc un travail de collectage d'ethnomusicologue hein, qui consiste il y a des anecdotes, hein, par exemple, des jeunes musiciens avaient une cassette, avaient un enregistrement un peu pourri, on peut dire, hein, sur une vieille cassette, avec un son de violon qu'ils n'arrivaient pas à imiter. Et ils sont allés. Alors, il y avait le nom du village. Hein, ils ont retrouvé le nom du groupe, le nom du village. Ils sont allés dans ce village. Ils ont retrouvé le dernier musicien encore vivant qui avait participé à l'enregistrement. Ils lui ont demandé mais c'est quoi ce son de violon? Il leur a sorti le violon en question. Au lieu d'avoir une touche bombée, il avait une touche plate. Ce qui fait que quand il jouait, qu'il actionnait les cordes, il actionnait les 4 cordes en même temps. Ce qui faisait ce son qui était difficile à discerner sur l'enregistrement audio de médiocre qualité. Et donc l'enjeu des ethnomusicologues, c'est ça, c'est de préserver des choses avant qu'elles tombent dans l'oubli. S'ils étaient arrivés 5 ans plus tard et que le bonhomme avait cassé sa pipe, eh ben, ils auraient peut-être eu jamais le fin mot de l'histoire. Et donc ma femme étant inscrite sur le stage de danse traditionnelle, je l'ai suivie, et puis il y avait le stage de musique traditionnelle. Alors, c'était dans une petite vallée qui s'appelle Gimesh-Gezeplok, dans la vallée de Gimesh, entourée de magnifiques collines, au fin fond de la Roumanie. Pour participer au stage de flûte à bec, il fallait acheter une flûte à bec sur place, parce que le diapason n'est pas le même que le diapason occidental, et puis l'instrument est un peu particulier. Voici, c'est ce qu'on pourrait appeler une flûte à 6 trous, très très courant dans le monde entier, la flûte à 6 schtroumpfs, hein, on peut dire, avec le bec qui est avec sa fenêtre côté menton. Alors si on souffle dedans d'une façon traditionnelle, enfin la façon conventionnelle pour la flûte à bec, on obtient ce son-là. Mais on n'arrive pas à obtenir la note grave. Pour l'obtenir, et c'est tout l'intérêt d'avoir mis la fenêtre côté menton, il faut recouvrir un petit peu la fenêtre avec la lèvre inférieure, comme ceci. Et là on peut obtenir la note grave. Et vous remarquez que ça donne aussi beaucoup d'aspérité dans le son. On n'a plus du tout un son pur, mais un son au contraire tout à fait impur, mais qui est tout à fait caractéristique de ces musiques traditionnelles. Je peux vous jouer un petit morceau. Bon là je mets un petit peu trop de lèvres, alors c'est un petit peu moche. Je vais essayer de celle-ci. Alors un truc assez intéressant aussi qu'on peut faire là-bas, c'est le groulet. Le groulet, c'est une technique que les musiciens de rock ou de jazz hurleurs ont réinventé, mais qui en fait se pratiquait dans ces musiques traditionnelles depuis toujours. Le groulet, c'est par exemple un morceau emblématique de Gimesh-Gezeplok, c'est celui-là. Vous voyez qu'avec ce mode de production du son, on peut à la fois
faire des sons gutturaux. Hein. On peut aussi faire une sorte de vibrato. Et on peut ajouter le groulet, c'est-à-dire une sorte de son de gorge qui est très utilisé dans le rock hein, par les saxophonistes, mais aussi donc, par les flûtistes roumains. Cette première phrase que j'ai jouée 2 fois, la première fois avec un son pur et la deuxième fois avec le groulet, c'est comme ça que le morceau se joue là-bas. Puis, ouais, ça donne un côté brutal et bon, tout à fait prenant, je trouve. Toujours une flûte à bec roumaine, hein, caractéristique. Il n'y a pas de trou, il y a juste l'extrémité. Et donc là, on joue un peu comme on a un mode de jeu qui s'apparente au clairon. C'est-à-dire qu'on sélectionne différentes harmoniques contenues dans le son fondamental et on joue là-dessus. Donc il faut monter assez haut dans les harmoniques pour pouvoir avoir des notes assez proches pour faire des mélodies. Mais on a quand même la possibilité de boucher au bout, ce qui fait qu'on peut combiner 2 échelles d'harmoniques. Donc c'est un peu comme un double clairon, on peut dire. Ça peut donner ça. Si on prend une seule échelle, ça donne ça. Donc on a bien l'étagement des harmoniques naturelles, le son bouché avec 2e échelle. Et en combinant les deux, on peut faire des mouvements conjoints. La difficulté étant d'isoler chacune de ces harmoniques. Alors on peut aussi s'en servir comme un pitch, hein, quelque chose un mouvement expressif. C'est la flûte harmonique. Toujours la flûte à 6 trous, mais avec un petit peu de décoration. Alors c'est une flûte, dans le sud de la Roumanie, on met moins de lèvres. Et donc on a un son un peu plus pur. Et on peut caractériser, en entendant le son d'un flûtiste, on peut déterminer de quelle région précise de la Roumanie, de quelle vallée pratiquement il vient. Ces flûtes-là, c'est vraiment de la vallée de Guimeshgezéplok. Et nulle part ailleurs, j'ai envie de dire. Avec un diapason un peu bas, ça je crois l'avoir évoqué. Et donc, la flûte se présente comme ça, dans sa configuration d'origine. Mais celle-ci, par exemple, quand je lui ai dit que je voulais jouer en Occident avec, il m'a rallongé les trous, c'est pour ça qu'ils sont ovales, il les a remontés un peu pour monter un peu le diapason. Sinon, on ne joue qu'avec les instruments vernaculaires. Alors le violon est accordé un peu bas. Ils ont une sorte de luth qui s'appelle le kobos, qui est accordé aussi un peu bas. Et ils ont un instrument très particulier qui s'appelle le gardon, qui est une sorte de... ça ressemble vaguement à un violoncelle, mais taillé à la hache, avec 4 cordes, mais sur un manche plat. On revient au manche plat. Ces 4 cordes sont frappées avec une baguette, un peu comme Henri Texier fait, sauf que là on touche les 4 cordes en même temps et non pas une ou deux. Elles sont toutes accordées à l'unisson, sauf une qui est à l'octave. Donc ça fait vraiment une pédale, hein. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de ligne de basse, il y a juste poum, clac, poum. Donc les 4 cordes sont frappées par la baguette, et avec la main gauche, on pince la 4e qui est à l'octave, et donc on a une sorte de mode de jeu, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, poum, tchac, qui est très très rustique. Donc ça accommode bien ces instruments diatoniques. Genre de curiosité, voici une flûte roumaine double, avec 2 fenêtres, 2 conduits, un conduit percé de 6 trous,
et l'autre en flûte harmonique, en fait, on peut dire. Hein. Donc c'est censé faire un bourdon. C'est pas un instrument avec un rendement exceptionnel. Voilà, c'est pas facile de recouvrir les deux fenêtres. Mais on retrouve bien cet accompagnement de pédales avec une mélodie qui peut se superposer. Ah. La flûte à six trous, évidemment très connue de Tin Whistle, basée sur le même principe, hein, c'est un instrument diatonique. Ouais. Alors le Tin Whistle, bien sûr, on en a dans toutes les tailles, des petits, des grands. Dans l'idéal, pour pouvoir tout faire, il faudrait avoir les 12 tonalités, bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Flûte à bec qui vient d'Inde, pareil, toujours basé sur le principe des 6 trous, qui est la perce la plus répandue, avec un bec moins étrange qu'en Roumanie. Les trous sont très gros, et donc ça c'est typique des instruments conçus pour être joués avec la deuxième phalange en fait. Donc au lieu de mettre le bout des doigts, normalement on doit en jouer comme ça. Le fait de jouer avec la deuxième phalange, ça permet de faire tous ces glissandi. C'est très très souple. Avec curiosité, hein, ça c'est juste une manière de concevoir ce bec. Ça je ne saurais pas dire trop d'où ça vient. Ah, ensuite on a, mais là je ne vais peut-être pas vous faire la démonstration parce qu'il faut retrouver une hanche et un bec. Mais on a ici, potentiellement, bon, il a pris la poussière, mais c'est un très bon petit, comment on appelle ça? C'est entre le saxophone et la clarinette. Bon, ça serait plus apparenté à une clarinette dans le sens où c'est une perce tubulaire. Un instrument à hanche, vous voyez là le bec, en fait, on met une ligature et une hanche. On a pas mal de trous, on a essayé d'utiliser un peu tous les doigts. Donc ici 5 et ici 4. Et là, on a un instrument assez complet. Une sorte de... je sais plus comment on appelle ça.